Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci de votre fidélité. Vous êtes nombreux à nous suivre ce matin. On va parler de coopération régionale, on va parler d'agriculture, on va parler d'exploitation, mais surtout également le plan économique au niveau local et régional. Pourquoi le coronavirus aujourd'hui, comment on va voir en tout cas la vision de demain. Et pour en parler ce matin, on ne le présente plus sur ce plateau, c'est Hakim Nourdine que nous recevons ce matin. Hakim, bonjour et bienvenue. Bonjour Kwesi, bonjour Mayotte. Alors, Hakim, pour ceux qui ne vous connaissent pas peut-être dans ce secteur, est-ce qu'on peut dire, on va vous laisser vous présenter, mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes exploitant agricole? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes agriculteur? C'est quoi ce secteur? Quelle est vraiment l'activité que vous pouvez nous présenter ce matin? Alors très simplement, Greenfish, le label que j'ai créé est un label régional. C'est un petit peu la touche française mahoraise qui s'exporte dans la région pour aller chercher des matières premières et pour essayer de vendre le savoir-faire à travers la transformation, le savoir-faire mahorais sur la région, à Mayotte et aussi dans l'international. Pour résumer, c'est un peu ça. Donc ça veut dire qu'on a en gros mobilisé des terres familiales ici à Mayotte, sur Coconi, et ensuite dans les hauts de la Palmeraie, et nous avons aussi des terrains agricoles sur Ouangani. Donc je travaille un peu sur les terrains de la famille. Je reprends un petit peu, j'ai baigné un peu dans l'agriculture parce que mon grand-père paternel était un grand agriculteur, ma famille maternelle aussi. J'ai les tontons aussi qui sont encore actifs dans l'agriculture. Mon père fut un grand technicien agricole à l'époque des services des eaux et forêts de l'agriculture. Avant d'aller dans l'armée. Donc il y a cette tradition familiale dans l'agriculture depuis plusieurs générations. Moi, j'ai baigné dedans étant petit, et aujourd'hui, mon père, qui a quand même plus de 80 ans, donc c'est tout à fait normal, étant le fils aîné de la famille, que je reprenne un petit peu ce savoir-faire et la valorisation de ces terres. Donc on est mobilisé à la famille, toute la famille, il y a les sœurs, il y a un peu tout le monde. Donc en fait, il faut valoriser ce qu'on a. Sur les exploitations ici à Mayotte, nous avons quand même beaucoup d'arbres fruitiers. Nous avons du café sur Ouangani par exemple, de la vanille. Et en fait, cette année, on va travailler un petit peu ce café et la vanille pour essayer de la faire connaître, parce que c'est quand même la vanille mahoraise et le café. Donc ça fait partie des choses. Donc pour comprendre, Hakim, est-ce que aujourd'hui Mayotte a besoin de passer par la case transformation tout en travaillant avec ses voisins, c'est-à-dire la région? C'est-à-dire, est-ce que nous, on va pas plutôt profiter de la transformation, par exemple, du côté de la Grande Île à Madagascar, ou c'est Madagascar qui doit profiter de nous, ou c'est donnant-donnant? Alors, il y a deux aspects, parce que j'ai pas terminé. Donc, je travaille localement, et ensuite je suis basé sur Diego Suarez et dans la région de Diego, sur un rayon qui va jusqu'à, je dirais, 400 km, parce que je vais jusqu'à Mbanza et Majenga, où je travaille avec des coopératives agricoles. On a mobilisé là-bas sur Diego une centaine d'hectares, où on a lancé un très vaste programme en mobilisant un petit peu toutes les familles agricoles qui sont avec la coopérative dans laquelle on travaille. Et là-dedans, donc, on a mis en place des programmes avec des urgences et des besoins de Greenfish pour Mayotte et l'export. L'intérêt de ce programme, c'est qu'aujourd'hui, depuis 2 ans, je travaille grâce au soutien des élus locaux. Je remercie au passage le cabinet Sabadine avec Saïd Salimé qui est très mobilisé, notre président de comité tourisme Razafina, qui nous soutient activement, Sidi qui s'occupe de la coopération, Daniel Zedani, je dirais aussi le travail d'Oraos à l'époque avec Douchna. Donc il y a des élus aujourd'hui qui sont quand même très mobilisés pour que la connaissance et le savoir-faire Mayotte puissent se vendre à l'international. L'intérêt de cette histoire, c'est que ça fait 2 ans que je travaille, que je participe au salon d'agriculture, et aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas simplement le marché local, mais de vendre le savoir-faire de Mayotte à travers la transformation. C'est comme la vanille, tant qu'elle n'est pas transformée, tant qu'elle n'est pas valorisée, on ne peut pas avoir de la bonne vanille. Et c'est pareil pour le piment, s'il est valorisé, il est transformé, là, il vaut quelque chose. Le curcuma, par exemple, c'est pareil. La cannelle, donc tout ça, c'est des branches de produits sur lesquels on travaille. Et donc, le Salon de l'agriculture de Paris cette année nous a permis justement d'avoir des marchés sur la métropole et aussi sur Bruxelles. Et là, c'est intéressant parce qu'on touche des volumes quand même importants. Et là, avec la pandémie, donc c'est très compliqué, mais on peut pas aujourd'hui imaginer l'export et des marchés régionaux, internationaux, si on n'a pas du volume. Et la problématique de Mayotte, elle est vraiment là. C'est qu'on ne peut pas aujourd'hui, avec le foncier qu'on a aujourd'hui à Mayotte, les problèmes de réglementation aussi, au niveau de tout ce qui est environnemental, on peut pas aujourd'hui
quand on a une exploitation dans le centre de Mayotte, notamment en Coconi, où c'est une zone quand même très humide, où la biodiversité quand même est très importante, moi je ne peux pas aujourd'hui travailler à couper les arbres et pour lancer un grand programme agricole aujourd'hui à Mayotte. Donc j'essaie de valoriser ce qu'il y a là-bas en respectant justement l'environnement. Et dans ce cas-là, j'ai besoin justement de l'export, j'ai besoin de Madagascar pour compléter justement ma production et valoriser ces produits sur les marchés internationaux. Voilà, je me suis un peu exprimé. Je pense que là, les gens voient un petit peu ce que c'est Greenfish. Justement, comment se passe le milieu de l'agriculture pendant cette période de Covid? Je pense que c'était passablement atteint. Comment ça se passe pour vous? Alors moi je peux pas parler au nom des agriculteurs locaux parce que je suis pas président, je suis pas non plus un adhérent d'une coopérative locale. Moi je travaille justement dans le côté plus industriel pour essayer de voir un petit peu le plus-value justement de nos produits. Donc c'est une autre démarche qui n'est pas celle de l'agriculteur local en fait qui va chercher ses maniocs et qui les vend. Moi je valorise plutôt les produits, je travaille beaucoup l'aspect transformation. Donc de mon côté, de mon point de vue, le début justement du coronavirus a été très bénéfique hein, parce que ça m'a permis avec le confinement, donc des personnes qui ne pouvaient pas se déplacer, on a eu cette dérogation qui nous a tous permis de travailler. Donc moi, ça m'a permis de vendre un petit peu tout ce que j'avais dans l'exploitation. J'avais de la banane, j'avais une très grosse récolte de sakwa, de gévi. Je suis quand même à une production qui dépasse la tonne à l'année. On avait beaucoup de récoltes de citron. Donc, ça m'a permis de vendre quand même pas mal de choses. Et l'été, aujourd'hui, à Mayotte, qui sont très demandés par les Mahorais. Donc, ça m'a permis quand même de travailler au début. Et ensuite, très vite, justement, j'ai été limité parce que bon, on n'a pas une production qui nous permet, on n'a pas suffisamment. Voilà, donc je ne pouvais pas tenir, aller jusqu'au Ramadan. Donc, ce qui s'est passé, moi, je me suis tout de suite lancé dans l'après-coronavirus. Donc, je travaille pendant tout le Ramadan sur justement la transformation de ce que j'ai, la cannelle, notamment là je vais cueillir le curcuma dans quelques semaines. Je suis en train de travailler justement pour l'après-coronavirus. Donc tout le Ramadan, je suis mobilisé pour l'après-coronavirus. Donc je suis pas trop dans le... je peux pas dire que ça m'a beaucoup affecté. Effectivement, au début, on n'avait pas de vol parce que les gens pouvaient pas sortir, donc il y avait beaucoup de possibilités de disponibilité. Ensuite, très vite, je me suis rendu compte que les gens commençaient à piller les exploitations parce que effectivement les gens commençaient à manquer de tout. Il y avait ces problèmes donc forcément les gens qui se retrouvent chez eux qui n'ont rien à manger. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc alors, on a commencé je complète un peu la question de Léo Hakim. Comment vous l'avez vécu? Donc vous nous avez répondu. Là on parle de Mayotte, mais on le sait aujourd'hui. Vous nous l'avez dit. Donc avec ce programme lancé du côté de Madagascar. Donc côté Mayotte, au début du confinement, en tout cas de ce virus, vous avez pu quand même écouler un peu le stock. Oui, j'ai bien vendu. Parce que de l'autre côté, est-ce que c'est la même chose? De l'autre côté, c'est très problématique parce que je ne peux pas, depuis début de l'année, donc je peux dire, la dernière fois j'étais à Diego, c'était en janvier, donc je me suis mobilisé, j'ai travaillé pour le salon d'agriculture. On a été rattrapé pendant le salon par ces problèmes de coronavirus, donc je ne suis pas allé à Diego depuis 4 mois. Donc c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, je suis en train de perdre tout ce que j'ai investi là-bas, et parce que je peux pas y aller, hein, il y a le confinement. Donc deuxième chose, c'est que on a vécu depuis début de l'année des problèmes météo, donc il y a eu beaucoup de fortes pluies, donc des inondations, des dégradations. Donc tous les grands programmes que je lançais cette année justement pour répondre à ces besoins de marché local, parce que le marché local mahorais aussi est en train de se développer. Je suis en train de mettre en place des réseaux de distributeurs. Il y en a de plus en plus d'ailleurs qui m'en demandent. Plus cette possibilité tendue par justement les partenaires locaux, hein, les départements et les autres, qui nous permettent aujourd'hui de travailler avec la métropole et le reste du monde. Donc aujourd'hui, en gros, je ne pourrais pas répondre à ces marchés parce que je peux pas aller sur Madagascar, je peux pas avoir des volumes et la production locale mahoraise ne suffit pas. Donc c'est très problématique. Donc, c'est pour ça que je pense aujourd'hui, je lance un cri d'alerte. Effectivement, nous avons cette pandémie qui est très compliquée parce que Mayotte est quand même classée en zone rouge. Donc c'est compliqué, mais il va falloir qu'on trouve quand même une gestion intelligente de cette crise pour qu'on arrive à travailler. Parce que les conséquences, à mon avis, si je ne peux pas y aller là dans les prochaines semaines, je dirais mois de juin, ça veut dire que je perds quasiment une année. Il me faudra carrément fin 2021 pour me remettre. Ça va être très compliqué. Et je perdrai, c'est pas dit que l'année prochaine, les personnes qui m'ont tendu la main, qui ont voulu travailler avec moi et nouer des contrats, c'est pas dit que l'année prochaine, ils soient dans la même vision et qu'ils aient la même dynamique. Effectivement, c'est... Vous avez demandé de l'aide, justement, de l'aide financière pour... Je suis en train de monter plus tôt parce que j'ai regardé un peu les aides, c'est des prêts. Donc oui. Aujourd'hui, dans la situation de crise, n'oubliez pas que Mayotte, quasiment toutes les années ou tous les 2 ans, on a des grosses crises qui arrivent. Donc on est dans une situation quand même très compliquée. Moi, je suis en train de voir un petit peu pour monter un dossier beaucoup plus structurant de prêts pour structurer mon entreprise globalement, de voir les besoins et ici et sur Diego, pour essayer d'avoir quelque chose de plus profond. Donc je suis en train d'étudier d'autres façons de m'organiser. Parce que c'est pas dit que d'après coronavirus, je travaille de la même façon.
Donc ces crises m'ont permis aujourd'hui, là je parle de l'après-coronavirus, de voir un peu plus loin par rapport à un avenir qui ne serait pas celui que j'avais imaginé avant le coronavirus. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler sur du stock et des produits beaucoup plus qui se conservent mieux et pour essayer de pallier justement ces moments-là. Parce qu'est-ce qui va se passer? Après le coronavirus, comme on ne peut pas travailler aujourd'hui, il va y avoir forcément des pénuries et des augmentations de prix partout. Oui, bah oui. Voilà. Donc Alors, je pense que si j'avais pu avoir les moyens d'anticiper et de stocker certains produits, j'aurais Mais pu le prévoir. stock coûte cher. Le stock coûte cher, mais on n'a pas le choix. Si on veut survivre dans cette filière justement, on est obligé de passer par là. Le problème qui se pose aujourd'hui à Mayotte, c'est qu'on n'a pas imaginé l'agriculture comme étant une industrie. C'est-à-dire que moi, ce que je reproche justement à notre vision politique aujourd'hui à Mayotte, c'est que globalement, on est en train de penser effectivement, il faut qu'on produise parce que la population a besoin de manger de la banane, du manioc. Mais ce qu'il faut imaginer aujourd'hui, c'est que la transformation, c'est ce qui permet vraiment de vivre et de gagner de l'argent. C'est-à-dire que quand vous travaillez dans l'instantané, vous êtes toujours, vous n'êtes pas à l'abri des pandémies, des problèmes climatiques, tout ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fragile. Donc ce qu'il faut, c'est que imaginer l'agriculture autrement, mettre en place les moyens pour qu'on ait vraiment une vision en termes industriels. C'est-à-dire qu'on ait aujourd'hui à Mayotte des outils pour la transformation. On ait les emballages, des bocaux, et vraiment qu'on puisse travailler. Aujourd'hui à Mayotte, il n'y a pas de fournisseur de bocaux. Moi, je suis obligé d'acheter les bocaux en Chine ou à Madagascar. Il n'y a pas de vrai carton. Là, quand on part au salon d'agriculture, on est obligé de ramasser les cartons chez le voisin, chez les déménageurs. Ce qui se fait quand on arrive à Paris, la plupart des cartons sont complètement déchirés parce que ce n'est pas les cartons réglementaires. Donc c'est vraiment une problématique à laquelle il va falloir répondre de toute urgence. Là, effectivement, le département et la DIM m'ont demandé justement de donner des réflexions aujourd'hui par rapport à l'après-coronavirus. Ça fait partie des suggestions que je vais soumettre. Alors Hakim, on le sait, beaucoup l'ont dit à Mayotte, on parle depuis très longtemps de la coopération régionale, mais on a le sentiment que dans nos étals, ici à Mayotte en tout cas, on ne voit pas le fruit de cette coopération régionale. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas le placement de ces produits qui viennent de chez nos voisins, par exemple, dans nos supermarchés, ou même nos produits locaux ont du mal à être placés dans nos supermarchés, mais on fait venir des produits venant de Chine ou d'ailleurs. Donc, est-ce que c'est ça le problème réellement ? Alors le problème, à mon avis, il est beaucoup plus profond. Pas plus tard qu'hier, je me suis entretenu avec un ami qui travaille dans les services de la coopération décentralisée, qui est quand même très mobilisé dans ce sens sur ce projet, et qui a une dynamique de travail, de créativité. Le problème, c'est que Mayotte aujourd'hui est victime, je dirais, de sa diplomatie. Je dirais sa diplomatie parce qu'on est français, on ne peut pas d'un côté réfléchir mahorais et de l'autre côté mettre la France. On est victime un peu de cette diplomatie française qui aujourd'hui en fait paralyse complètement l'émancipation et le développement de Mayotte. Je m'explique. En fait, la coopération aujourd'hui, elle est nouée par ce qu'on appelle des accords cadres. C'est-à-dire que le département est libre aujourd'hui de s'engager avec des régions de Madagascar ou d'ailleurs. C'est ce qu'a fait à l'époque de Douchna en tant que président. Mais ces accords cadres, ces contrats qui permettent d'échanger, d'organiser les rapports entre un investisseur mahorais et malgache. Par exemple, pour moi, ce qui me concerne à Diego, la fameuse convention qui a été signée à l'époque de 2008 et ensuite a été réactualisée, je pense, en 2012-2013. Aujourd'hui, elle n'est pas du tout adaptée à l'organisation des échanges. C'est-à-dire qu'il va falloir réfléchir en termes de texte. Et deuxième chose, c'est qu'effectivement, depuis très peu, on a intégré l'agriculture dans cette coopération, ce qui n'était pas le cas. Donc, en fait, la façon dont on imagine ces échanges aujourd'hui et on les organise date de la précolonisation. Donc, il va falloir moderniser un petit peu, donner un nouveau souffle et considérer Madagascar comme un vrai partenaire. Là, aujourd'hui, Madagascar, quand je regarde un peu les accords cadres entre la France et ses anciennes colonies, on est plutôt dans une logique de soutien où on assiste en fait à des populations pour que ces populations arrivent aujourd'hui à se développer. C'est très bien, mais on ne peut pas aujourd'hui, après 40 ans de décolonisation, considérer encore ces rapports dans ce sens-là. On doit le faire. Mais Mayotte a aujourd'hui d'avoir une place, une vraie place, et de parler à Madagascar en tant que partenaire. Moi, j'ai besoin de parler aux autorités malgaches et à mes compatriotes, à mes collègues là-bas, en tant que vrai partenaire. Je ne peux pas arriver là-bas en disant, voilà, on va vous aider, on va vous donner de l'aide, ce côté-là, il faut qu'il change. Il faut qu'on soit dans une logique de vrai gagnant-gagnant. Dans ce cas-là, il y a aussi un problème que j'ai signalé, d'ailleurs, cette année, l'année dernière, quand je suis venu à votre plateau, c'est l'adaptation des règles phytosanitaires. Aujourd'hui, les décisions sur le plan législatif sont prises à Paris avec des personnes qui décident pour Mayotte et qui ne connaissent pas la proximité qu'on a avec les régions voisines, qui sont à 45 minutes d'avion, qui sont à 1 heure d'avion.
où il y a une urgence. Aujourd'hui, on va chercher des carottes en Australie. Par exemple, les carottes que vous mangez à Mayotte, alors qu'on peut les prendre à Madagascar. L'année dernière, quand je suis venu au plateau, je vous ai proposé. On avait lancé un programme de carottes à Madagascar. Mais vous savez, la fameuse carotte a été refusée ici, alors qu'on n'avait pas de pesticides, on n'avait pas de fertilisants chimiques, pourquoi elle a été on n'avait refusée ? rien. Pourquoi ? Parce qu'elle ne correspond pas aux standards de la grande distribution. La grande distribution, qu'est-ce qu'elle veut aujourd'hui ? Elle veut des carottes qui soient toutes pareilles, toutes identiques, toutes propres, sans défaut. Pour faire ça, il faut des OGM, il faut quelque chose de complètement industriel. Mais les Est-ce marchés, les marchés hors grande distribution n'accepteraient pas ça ? Mais où sont les marchés de grande distribution ? Où sont-ils ? Il y en a combien ? On n'est pas organisé. C'est pour ça que je vous dis, je suis en train d'organiser un réseau. En fait, ce qu'il faudrait aujourd'hui à Mayotte, c'est qu'un vrai réseau parallèle à la grande distribution. Je ne combats pas la grande distribution. Mais ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'est pas vraiment, aujourd'hui, en dehors de la crise du coronavirus, qui a alerté justement la vision justement de l'agriculture française. Aujourd'hui, la grande distribution est en train de tendre la main à la production locale française et mahoraise, mais il va falloir vraiment pousser ces gens-là à ce qu'ils considèrent la production locale et de l'autre côté régionale, parce qu'on a des choses qu'on peut produire à côté. Si on arrive à travailler de façon intelligente avec Madagascar, on verra justement les retombées. Pourquoi ? Parce que ça va aider des populations à avoir du travail, à vivre mieux peut-être, infléchir sur cette problématique d'immigration clandestine aussi. Donc la population ne peut pas voir vraiment les retombées de la coopération aujourd'hui, parce que derrière, il y a tout un travail administratif, politique, diplomatique qui est très lourd, qui est vraiment très lourd et qui est très souvent décidé par des gens qui sont à Paris, qui méconnaissent justement Mayotte. À mon avis, de la même façon, moi je suis dans l'industrie automobile, ça fait une vingtaine d'années. Je ne peux pas comprendre, je suis basé à Bruxelles où je travaille avec des grands constructeurs, je ne peux pas comprendre que dans le cadre de l'industrie automobile européenne, chaque pays européen a une réserve dérogatoire, peut se permettre d'homologuer des véhicules qui restent dans son territoire, qui peuvent très bien circuler chez le voisin, mais qui doivent rester dans son territoire, qui ne peut pas se vendre ailleurs. Pourquoi ne pas considérer Mayotte dans ce sens-là, dire voilà, nous avons quand même un marché local et régional, on met en place des règles, effectivement on est en Europe, on met en place des règles d'échange qui nous permettent d'acheter des choses à Madagascar, de changer avec les Comores et de travailler de façon intelligente. C'est possible. On est en train de subir des règles phytosanitaires et des batteries de lois qui sont complètement inadaptées à Mayotte. Deuxième chose, c'est qu'on ne nous donne même pas les moyens de mettre en place justement ces contrôles. À titre d'exemple, quand je suis venu ici au plateau l'année dernière pour parler de ce conteneur qu'on a fait venir avec la patate douce et le gingembre, à un moment donné, il fallait faire des analyses. Mais vous imaginez qu'on n'a même pas de laboratoire à Mayotte pour faire des analyses comme ça, phytosanitaires, pour des produits entrants. On est obligé de passer par la Réunion, de passer par la métropole. Mais vous imaginez, comment pouvez-vous travailler dans ce sens-là ? C'est pas possible. Il faut mettre en place, c'est pour ça que je vous parlais d'industrie, il faut mettre en place une organisation à Mayotte qui nous permet de prendre des décisions, travailler et assouplir les choses. Le programme d'Emmanuel Macron à l'époque, le candidat, je reviens à la politique, il s'était engagé à l'époque à mettre en place justement, assouplir ces règles-là, des échanges pour qu'on arrive à travailler, pour qu'on arrive à travailler pour Mayotte et une insertion dans son environnement régional. Et ça, c'est important, c'est qu'il va falloir réfléchir à une adaptation, à un assouplissement. On n'est pas obligé d'aller chercher des fruits à Madagascar pour les envoyer en métropole. On peut très bien imaginer on prend des produits, mais qui restent à Mayotte. De la même façon, on peut imaginer plein de pistes de travail pour un marché régional où des produits ne vont pas être réexportés. Et après, libre à nous d'organiser les règles pour tout ce qui quitte Mayotte et qui va dans l'Union européenne. Si ça se fait ailleurs, si l'Europe a cette possibilité-là, chacun des États membres de l'Union européenne le fait, pourquoi pas Mayotte ? C'est pour ça que je vous dis qu'on est en train aujourd'hui de vivre un petit peu, de paralyser l'économie mahoraise et le développement de Mayotte avec justement cette diplomatie française qui est très lourde et qui n'est pas forcément adaptée. Et effectivement, la population ne voit pas les retombées. C'est dommage parce qu'il y a tout un travail qui se fait derrière. J'applaudis le travail de certains cadres du département qui travaillent, qui se mobilisent. Mais ce travail administratif, il est tellement lourd et on est dans une situation quand même où il y a une démographie galopante. On est un territoire qui est tout petit, qui dépend des importations. On ne peut pas aujourd'hui attendre 10-15 ans pour qu'on voit les retombées de cette coopération. Mayotte a besoin de manger, il y a moindre coût. La production locale à certains niveaux ne suffit pas. On a de la banane aujourd'hui pour le ramadan. On n'est pas en manque, mais il n'y a pas que la banane. Il y a des choses pour lesquelles Mayotte ne peut pas produire. On a besoin des autres. Et si on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas travailler. Il y a le coronavirus, effectivement, mais on ne sait pas jusqu'à quand va durer cette pandémie. Il va falloir prendre des décisions et penser à l'après-coronavirus. Et ce n'est pas dans 2 mois. Maintenant, on est bloqué, je ne suis pas le seul.
Il y a des bureaux d'études, j'ai des amis qui ont des bureaux d'études qui travaillent dans la région et qui ont besoin aussi de se déplacer. Donc, soyons intelligents, organisons les choses de façon intelligente pour qu'on arrive à imaginer l'après-coronavirus. Parce que qu'est-ce qui se passe? Les dégâts seront énormes. Ça va être terrible pour pouvoir remonter de cette crise et l'État ne pourra pas indemniser tout le monde. C'est pas possible. Akib, Nordine, en tout cas, merci. Je pense que ça a été très, très, très clair. Le message est passé à ceux qui nous ont suivis, notamment nos autorités. Merci beaucoup. Ça sera tout pour ce temps de parole.